En 1961, un psychologue de Yale du nom de Stanley Milgram a mené l'une des expériences les plus perturbantes de l'histoire de la science. Il voulait mesurer jusqu'où des gens tout à fait normaux seraient capables d'aller en obéissant aux ordres d'une figure d'autorité. Les résultats ont fracassé tout ce que nous pensions savoir sur la nature humaine. 65% des participants ont administré ce qu'ils croyaient être des décharges électriques létales à une autre personne, pas parce qu'ils étaient sadiques, pas parce qu'ils étaient des nazis ou des psychopathes. Non, c'étaient des gens ordinaires, des professeurs, des comptables, des pères et mères de famille. Et 100% d'entre eux sont allés jusqu'à 300 volts, tous. Lorsque Milgram a reproduit son expérience dans différents pays, les résultats ont été constants. Aux États-Unis, on a observé un taux d'obéissance totale de 61%. En Allemagne et en Autriche, ce chiffre grimpait jusqu'à 80%. Et voici ce qui devrait vous glacer le sang. Lorsque des scientifiques ont répliqué des versions modifiées de cette expérience au cours des dernières années, ils ont constaté que les gens réagissent aujourd'hui exactement comme il y a un demi-siècle. Nous n'avons rien appris. Et ce n'est pas un accident. C'est conçu. Machiavel l'avait compris. 500 ans avant que la psychologie expérimentale n'existe, il avait observé que les dirigeants les plus efficaces n'ont pas besoin de la force brute pour contrôler les populations. Ils ont seulement besoin de systèmes qui produisent une obéissance automatique. Aujourd'hui, vous allez comprendre comment ces systèmes fonctionnent. Et plus important encore, comment ils ont été installés en vous, sans que vous le sachiez. Commençons par quelque chose que personne ne vous dit directement. Vous avez été conditionné à être faible, pas par des parents malveillants, pas par une conspiration secrète, mais par un système qui fonctionne exactement comme il a été conçu pour fonctionner. Edward Bernays, le neveu de Freud et père des relations publiques modernes, écrivait en 1928. Si nous comprenons le mécanisme et les motivations de l'esprit de groupe, il est désormais possible de contrôler et de régimenter les masses, selon notre volonté, sans qu'elles le sachent. Relisez ça, sans qu'elles le sachent. Il ne décrivait pas une théorie. Il décrivait ce qu'il était déjà en train de mettre en œuvre pour des entreprises et des gouvernements. Freud avait découvert que l'opposition au troupeau est aussi pénible que la séparation du troupeau et par conséquent est évitée avec anxiété, la peur d'être différent, d'être exclu, de ne pas appartenir, est si puissante que les gens participeront à des normes sociales, même si elles contredisent leur code moral personnel. Et cette peur a été systématiquement exploitée. Machiavel écrivait dans les discours sur la première décade de Tite Live qu'il n'y a jamais eu de législateur qui, en introduisant des lois extraordinaires à un peuple, n'ait pas recouru à Dieu, parce qu'autrement, elles n'auraient pas été acceptées. Le schéma est le même, à travers l'histoire. Ceux qui cherchent à contrôler les masses en appellent à des autorités supérieures, Dieu, la patrie, le bien commun, la science, le progrès, l'autorité spécifique, change, le mécanisme, reste identique. Et vous avez été exposé à ce mécanisme depuis que vous avez le moindre souvenir. Calmez-vous, parce que ce n'est pas une théorie du complot, c'est de la psychologie, documentée, et de la stratégie politique que Machiavel décrivait il y a 5 siècles. Une étude publiée en 2024 par MDPI a exploré comment Machiavel voyait la religion, comme un outil pour les gouvernants. L'analyse a conclu que Machiavel soulignait les effets préjudiciables de certaines religions, particulièrement le catholicisme, sur la vertu et l'engagement politique, parce qu'elles encouragent la passivité et le fatalisme. Passivité et fatalisme, ce n'est pas un effet secondaire, c'est le produit principal. Quand vous enseignez à une population que la souffrance dans cette vie sera récompensée dans la suivante, vous réduisez sa motivation à changer sa situation actuelle. Quand vous enseignez que l'obéissance à l'autorité est une vertu divine,
Vous produisez des citoyens qui ne questionnent pas. Machiavel observait que la religion sert d'excellents mécanismes pour maintenir l'ordre social. Les croyances religieuses rendent les personnes plus obéissantes à l'autorité et moins susceptibles de se rebeller contre l'État. Et voici ce qui est crucial. Machiavel n'a pas dit que les leaders doivent être pieux. Ils ont seulement besoin de le paraître. Il écrivait qu'apparaître religieux est atteignable en étant complaisant avec l'Église catholique et en portant le manteau de la religion. Ce manteau permet la cruauté pieuse et avec lui, un prince semble justifié dans ses actions. Peu importe à quel point elles sont cruelles. Cruauté pieuse. Pensez au nombre d'atrocités historiques qui ont été commises sous ce principe exact. Mais la religion n'est qu'un des outils, le plus ancien, peut-être, mais pas le seul. Il y en a un autre, plus subtil et plus omniprésent, l'éducation. Je ne parle pas de conspiration sur un curriculum caché. Je parle de la structure même, de la façon dont fonctionne l'école. Traditionnelle. Réfléchissez-y. Dès l'âge de 5 ou 6 ans, on vous assoit, en rang. On vous dit quand parler et quand vous taire. On vous évalue constamment en vous comparant aux autres. On vous récompense pour avoir répété ce qu'on vous a dit. Et on vous punit pour avoir questionné. Vous passez 12 à 16 ans dans un système conçu pour produire des employés obéissants, pas des penseurs indépendants. Et la preuve que ça fonctionne est dans l'expérience de 1000 grammes, des personnes éduquées, des professionnels, des pères et mères de famille, obéissant aux ordres, d'administrer des chocs électriques létaux, parce que quelqu'un avec une blouse blanche le leur a demandé. La neuroscience moderne a cartographié exactement ce qui se passe dans le cerveau pendant l'obéissance. Des chercheurs, utilisant des potentiels évoqués, ont constaté que les décisions d'obéissance induisent des conflits cognitifs plus importants que les décisions de conformité. Le cerveau sait que quelque chose va mal, mais il obéit tout de même. Pourquoi? Parce qu'il a été conditionné. Pour ça, gardez ça en tête, parce que ça va prendre tout son sens quand je vais vous expliquer le mécanisme le plus profond. Dans les années 60, Martin Seligman et Stephen Meyer ont découvert quelque chose qui a changé notre compréhension du comportement humain. Ils l'ont appelé l'impuissance acquise. Mais voici ce que la plupart des gens ne savent pas. La théorie originale était à l'envers. Des recherches ultérieures ont démontré que la passivité en réponse à des événements adverses n'est pas acquise, c'est la réponse. Par défaut, c'est ce que le cerveau fait, automatiquement, quand il fait face à des situations qu'il perçoit comme incontrôlables. Ce qui doit être appris, c'est le contrôle. Ce qui doit être appris, c'est l'agentivité. Ce qui doit être appris, c'est la capacité d'agir. Et voici le problème. Si pendant vos années de formation, vous avez été exposé, répété, à des situations où vos actions ne produisaient pas de résultats différents, votre cerveau a appris qu'il ne sert à rien d'essayer. Pas parce que vous êtes faible, parce que c'est comme ça que fonctionne la neurobiologie. Le noyau dorsal du raphet, une structure du tronc cérébral, médit cette réponse de passivité à travers l'activité sérotoninergique. C'est un mécanisme évolutif, conçu pour conserver l'énergie quand l'action semble inutile. Le problème, c'est que ce mécanisme peut être activé artificiellement, et les systèmes de contrôle social l'activent constamment. Chaque fois que tu as tenté quelque chose de différent et que tu as été puni pour ça, chaque fois que tu as exprimé une opinion et que tu as été ridiculisé, chaque fois que ton effort n'a pas été reconnu, tandis que d'autres avançaient grâce à des pistonnages ou des apparences, ton cerveau a enregistré chacune de ces expériences et, éventuellement, tu as arrêté d'essayer certaines choses, pas par décision consciente, par conditionnement. Le sociologue français
Pierre Bourdieu, a étendu le concept de désemparement appris au royaume de l'action sociale, quand une culture ou une identité politique échoue à atteindre des buts désirés. Les perceptions de capacité collective souffrent dans un contexte politique. Le désemparement appris survient quand un électeur vote pour un candidat qui ne gagne pas répétitivement. Éventuellement, il arrête de voter. On se souvient des élections présidentielles de 2002 et des conséquences du vote utile. Mais ceci s'applique à bien plus que la politique. Ça s'applique à ta carrière, à tes relations, à tes rêves, à tout ce que tu as abandonné, parce qu'à un certain point, ton cerveau a décidé que ça ne valait pas la peine d'essayer. Et cette décision n'était pas la tienne. Elle avait été programmée. Maintenant vient la partie qui va probablement t'incommoder. Machiavel comprenait qu'il y a deux types de personnes, dans n'importe quelle société. Ceux qui comprennent comment fonctionne le pouvoir et l'utilisent, et ceux qui ne comprennent pas et sont utilisés. Il n'y a pas de troisième catégorie. Tu penses peut-être que tu es différent, que tu es conscient, que tu ne te laisses pas manipuler. Mais laisse-moi te poser une question. Combien de tes croyances les plus fondamentales les as-tu choisies consciemment, après avoir évalué des alternatives? Combien les as-tu simplement absorbées de l'environnement où tu as grandi, ta religion ou ton absence de religion, tes valeurs politiques, ton concept de succès, ta définition de bonne personne, ta notion de ce qui est possible pour quelqu'un comme toi? La plupart de ces croyances ont été installées avant que tu aies la capacité cognitive de les évaluer critiquement. Et une fois installées, ton cerveau les défend automatiquement. Ceci s'appelle le raisonnement motivé. Ton esprit ne cherche pas la vérité. Il cherche la confirmation de ce qu'il croit déjà. Des chercheurs ont découvert que les personnes avec un locus de contrôle externe sont plus enclines à obéir, parce qu'elles sont moins enclines à prendre la responsabilité de leurs propres actions. D'un autre côté, les personnes avec un locus de contrôle interne sont moins enclines à obéir, parce qu'elles pensent plus indépendamment. Et devine quel type de locus de contrôle l'éducation traditionnelle encourage. Le système éducatif, avec ses évaluations constantes par des autorités externes, ses prix et punitions déterminés par d'autres, son emphase sur le fait de suivre les instructions, entraîne systématiquement le locus de contrôle externe, pas parce que les professeurs sont mauvais, parce que le système a été conçu ainsi. Adorno, dans les années 50, a présenté la théorie de la personnalité autoritaire pour tenter d'expliquer les niveaux de comportement antisémite des nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Il a découvert que les personnes avec une personnalité autoritaire ont tendance à être plus respectueuses de l'autorité, et donc plus enclines à obéir aveuglement. Et cette personnalité n'est pas génétique. Elle est cultivée. Elle est cultivée dans des foyers, où l'obéissance est la valeur suprême. Elle est cultivée dans des écoles, où questionner le professeur est de l'insubordination. Elle est cultivée dans des religions, où douter est péché. Elle est cultivée dans des jobs, où le chef a toujours raison. Chacun de ces environnements renforce le même message. Tu n'es pas capable de déterminer ce qui est correct par toi-même. Tu as besoin d'une autorité qui te le dise. Et après des années de ce message, tu l'internalises. Machiavel a écrit que celui qui désire prévoir ce qui va arriver doit consulter ce qui est arrivé, parce que toutes les choses de ce monde ont leur contrepartie dans l'Antiquité. On pourrait dire, l'histoire se répète. Les mécanismes de contrôle n'ont pas changé en 500 ans. Ils sont seulement devenus plus sophistiqués. Avant, c'était la chair. Maintenant, ce sont les réseaux sociaux. Avant, c'était le prêtre interprétant la volonté de Dieu. Maintenant, c'est l'algorithme déterminant quelle information tu vois. Mais le principe est identique, qui contrôle la narrative, contrôle le comportement. Et tu as consommé des narratives que tu n'as pas choisies, depuis que tu es né, maintenant. Voilà où ça devient intéressant. Parce que si tu comprends comment tu as été programmé, tu peux commencer à te déprogrammer. La recherche montre que des procédures relativement simples peuvent réduire le désemparement appris.
celle conçue pour souligner les connexions entre le comportement d'une personne et les résultats, que ce soit une instruction verbale ou donner une expérience avec une tâche contrôlable, diminue le désemparement. Relis ça. L'expérience avec une tâche contrôlable diminue le désemparement. L'antidote à la programmation de faiblesse est l'expérience directe. Que tes actions produisent des résultats. Similairement, inciter les personnes à penser à différentes explications pour leur mauvais rendement réduit aussi le désemparement. Augmenter l'estime de soi de quelqu'un et améliorer son état d'esprit avant une tâche a aussi montré diminuer le désemparement. Ceci signifie que la programmation n'est pas permanente. Elle peut être inversée, mais ça requiert une action délibérée. Machiavel a écrit que la fortune est arbitre de la moitié de nos actions, mais nous laisse gouverner l'autre moitié. Ce 50% est le tien. La question est, vas-tu le prendre ou continuer à agir comme s'il n'existait pas? Laisse-moi te donner le protocole spécifique pour te déprogrammer. Étape 1. Audit de croyances. Prends les 10 croyances les plus importantes que tu as sur toi-même, sur le monde, sur ce qui est possible. Écris-les maintenant, pour chacune. Demande-toi, d'où vient cette croyance? L'ai-je choisie consciemment ou l'ai-je absorbée de mon environnement? Quelle preuve ai-je qu'elle est vraie? Quelle preuve existe qu'elle pourrait être fausse? La plupart des personnes découvrent que leurs croyances les plus limitantes n'ont jamais été évaluées. Elles ont simplement été acceptées. Étape 2. Cartographie des autorités. Fais une liste de toutes les figures d'autorité dont les opinions influencent ton comportement. Parents, chefs, leaders religieux, experts dans les médias, influenceurs que tu suis. Pour chacun, demande-toi, cette personne a-t-elle mes meilleurs intérêts en tête? Cette personne a-t-elle une connaissance supérieure à la mienne dans les domaines où elle influence ma pensée? Ai-je déjà vérifié indépendamment ce que cette personne dit? Tu découvriras que beaucoup d'autorités qui influencent ta vie n'ont jamais gagné cette position par mérite. Elles l'ont assumée et tu l'as acceptée. Étape 3. Expérience d'agence. Identifie 3 domaines de ta vie où tu as assumé que tu n'as pas de contrôle. Ça peut être ta santé, ta situation financière, tes relations, ta carrière. Pour chaque domaine, conçois une expérience petite, une action concrète que vous pouvez entreprendre cette semaine, qui prouvera si vous n'avez vraiment pas le contrôle ou si vous avez simplement supposé que c'était le cas. L'objectif n'est pas de transformer votre vie en une semaine, c'est de donner à votre cerveau la preuve que vos actions produisent des résultats. Chaque petite victoire recalibre le système de résignation apprise, un peu comme lorsqu'on réinitialise un thermostat. Étape 4. Inoculation contre la manipulation. Étudiez les mécanismes de persuasion. Lisez sur la propagande. Comprenez comment fonctionnent les biais cognitifs, non pas pour devenir paranoïaque, mais pour développer une immunité. Pensez à une sorte de vaccin contre les idées reçues. Quand vous comprenez comment fonctionne la manipulation, elle devient visible, et ce qui est visible peut être combattu. Machiavel n'a pas écrit Le Prince pour que le peuple soit manipulé plus efficacement. Il l'a écrit pour révéler les mécanismes qui étaient déjà utilisés. C'était un lanceur d'alerte avant l'heure, en quelque sorte. La connaissance est une protection, comme le disait si bien Montaigne. Savoir, c'est pouvoir. Étape 5. Construction d'un locus de contrôle interne. Chaque fois qu'il arrive quelque chose de mauvais, votre premier réflexe sera de chercher des causes externes. Le système, la malchance, les autres. C'est la faute à pas de chance, quoi. Entraînez-vous à chercher d'abord quelle partie de la situation était sous votre contrôle. Pas pour vous culpabiliser, mais pour identifier où vous avez un pouvoir d'action. Parce que si tout est la faute de facteurs externes, vous n'avez aucun pouvoir. Mais si vous identifiez ne serait-ce que 5% qui dépendaient de vous, vous avez un point d'influence, un levier. Le locus de contrôle interne se construit décision après décision, attribution après attribution. C'est un travail de longue haleine. Des recherches de 2023 sur la régulation émotionnelle ont montré que le cortex préfrontal peut moduler la réponse de l'amygdale. En d'autres termes,
La partie rationnelle du cerveau peut contrôler la partie émotionnelle et réactive, un peu comme un dompteur avec un lion. Mais ce contrôle doit être exercé, comme un muscle qui s'atrophie sans utilisation. Si on ne fait pas de sport, on perd en force. C'est pareil pour le cerveau. Étape 6. Séparation de l'identité et des croyances. La programmation la plus profonde. Ce ne sont pas les croyances spécifiques, c'est la fusion de votre identité avec ces croyances. C'est quand on se définit par ce qu'on croit. Quand quelqu'un critique une idée et que vous sentez que vous êtes attaqué personnellement, cette fusion est à l'œuvre. On se sent visé. Pratiquez la séparation. J'ai cette croyance. Au lieu de je suis cette croyance. C'est une nuance importante. Les croyances sont des outils. Certaines sont utiles, d'autres non. Mais aucune n'est vous. Quand vous pouvez changer une croyance sans sentir que vous avez perdu une partie de vous-même, vous êtes libre de cette croyance. Vous n'êtes plus prisonnier de vos idées. Machiavel a changé de position plusieurs fois dans sa vie. Il a servi la République et ensuite a tenté de servir les Médicis. Pas parce qu'il était hypocrite, mais parce qu'il comprenait que les positions sont stratégiques, pas identitaires. C'était un pragmatique, avant tout. Celui qui s'accroche à une position simplement parce que c'est la sienne est esclave de son propre ego. C'est comme un marin qui refuse de changer de cap malgré la tempête. Maintenant, laissez-moi être clair sur quelque chose. Se déprogrammer ne signifie pas devenir cynique, ne signifie pas se méfier de tout et de tous, ne signifie pas s'isoler. C'est pas devenir un ermite dans une grotte. Cela signifie devenir sélectif, conscient, délibéré. Cela signifie choisir quelles autorités vous respectez en fonction de preuves, pas de position. Cela signifie évaluer les croyances en fonction de leur utilité, pas de leur familiarité. Cela signifie agir en fonction de votre évaluation de la situation, pas en fonction de ce qu'on vous a dit que vous devriez faire. Machiavel a été beaucoup de choses, mais il n'a pas été nihiliste. Il croyait profondément en la vertu, la capacité d'agir efficacement dans le monde. Ce qu'il rejetait, c'était l'idée que la vertu morale garantissait de bons résultats. C'était pas un naïf. Parfois, être bon au sens conventionnel produit de mauvais résultats. Et parfois, des actions qui semblent immorales produisent le plus grand bien. C'est la fameuse main invisible. Le but n'est pas d'abandonner la moralité, c'est d'abandonner la moralité aveugle. Évaluer chaque situation selon ses propres mérites, au lieu d'appliquer des règles automatiquement. Et cela nécessite de penser, vraiment penser. Pas de répéter ce que les autres ont dit, sortir de la pensée unique. La recherche sur la résignation apprise a montré que les humains peuvent apprendre la résignation de façon vicariante, en observant une autre personne répondre à des événements incontrôlables. C'est un peu comme une épidémie. Cela signifie que chaque fois que vous voyez quelqu'un dans votre entourage agir comme s'il n'avait aucun pouvoir, votre cerveau enregistre cette information. Et si vous le voyez suffisamment, vous commencez à croire que vous non plus vous n'avez aucun pouvoir. C'est le pouvoir de l'exemple. Vos amis, votre famille, vos collègues, les médias que vous consommez, tous sont en train de vous programmer constamment. C'est comme une lessive qui tourne en permanence. La question est, qui choisit la programmation? Qui décide de ce qu'on met dans la machine à laver? Si ce n'est pas vous, alors quelqu'un d'autre est en train de déterminer qui vous devenir. Quelqu'un d'autre écrit le scénario de votre vie. Machiavel a écrit que les hommes marchent presque toujours sur des sentiers que d'autres ont ouverts et imitent dans leurs actions ceux qui les ont précédés. On suit les traces des anciens. Ce n'est pas nécessairement mauvais. On apprend des autres. C'est efficace. C'est le principe du mentorat. Mais si vous ne faites que marcher sur des sentiers que d'autres ont ouverts, vous n'arriverez qu'à l'endroit où d'autres sont déjà arrivés. On ne découvre rien de nouveau. Ceux qui créent de nouveaux chemins sont ceux qui se sont libérés de la programmation suffisamment pour voir des possibilités que les autres ne voient pas. Ce sont les explorateurs, les aventuriers. Cela ne signifie pas être contraire pour le plaisir d'être contraire. Cela signifie évaluer chaque situation et choisir le chemin qui est vraiment le meilleur, même si personne ne l'a emprunté avant. Sortir des sentiers battus, et cela demande du courage.
parce qu'aller à contre-courant active la même peur que Freud a décrite. La peur de la séparation, la peur de l'exclusion. On a peur de se retrouver seul. Mais Machiavel a observé que la peur est plus fiable que l'amour comme base du pouvoir. Et cela s'applique aussi au pouvoir sur vous-même. La peur est un puissant moteur. Si vous pouvez faire en sorte que votre peur de rester programmé soit plus grande que votre peur de l'exclusion sociale, vous aurez la motivation pour vous libérer. Vous préférerez l'isolement à la servitude. La société vous a programmé pour être faible, parce qu'une population de personnes faibles est plus facile à contrôler. Des personnes qui doutent d'elles-mêmes ne remettent pas en question l'autorité. Des personnes avec une résignation apprise n'essaient pas de changer des systèmes injustes. Des personnes dont l'identité est fusionnée avec des croyances héritées défendent ces croyances comme si leur vie en dépendait. Vous êtes utile au système exactement dans la mesure où vous êtes programmé. Vous êtes un rouage de la machine. Et vous êtes libre exactement dans la mesure où vous vous déprogrammez. Vous sortez de la machine. Machiavel n'était pas optimiste sur la nature humaine. Il a écrit que les hommes sont ingrats, changeants, menteurs, évitant le danger et avides de gains. C'est pas très flatteur. Mais il n'a pas écrit cela avec amertume. Il l'a écrit comme une observation scientifique, comme une donnée à utiliser, pas comme une excuse pour le cynisme. Parce que si vous savez comment fonctionne la nature humaine, vous pouvez travailler avec elle au lieu de contre elle. On utilise le courant. Et si vous savez comment fonctionne votre propre programmation, vous pouvez la modifier. On reprend le contrôle de son propre logiciel. Je ne vous dis pas de vous méfier de tout le monde. Je vous dis de faire confiance sélectivement. Je ne vous dis pas d'abandonner toutes les autorités. Je vous dis d'évaluer celles qui méritent votre respect. Je ne vous dis pas de rejeter toute la programmation. Je vous dis de choisir consciemment celle que vous acceptez. La différence entre le faible et le puissant, ce n'est pas la force physique, ce n'est pas l'intelligence, ce ne sont pas les ressources. C'est pas une question de muscles ou de diplôme. C'est la conscience, la lucidité. Le puissant sait qu'il joue un jeu. Le faible croit que les règles qu'on lui a données sont des lois de la nature. Laissez-moi vous donner un exemple concret de la façon dont cela fonctionne. Imaginez deux personnes dans le même travail. Deux personnes, deux parcours, deux destins. Elles ont le même talent, la même énergie, le même potentiel. Mais leurs vies sont radicalement différentes. L'une a été élevée dans la croyance naïve que le travail acharné suffit pour réussir. L'autre, plus pragmatique, a compris que le travail n'est qu'un élément, que les relations, la visibilité, le positionnement sont tout aussi cruciaux. La première, Sophie, travaille 12 heures par jour, espérant naïvement qu'on remarquera ses efforts. La seconde, Camille, travaille 8 heures, mais consacre du temps à tisser des liens, à cultiver des relations avec des personnes influentes. 5 ans plus tard, Camille a gravi les échelons. Elle a été promue 3 fois. Sophie, elle, est toujours au même poste, amère, se demandant pourquoi le mérite n'est jamais récompensé. Sophie a été programmée avec une croyance qui semble noble, mais qui est en réalité stratégiquement inutile. Camille, elle, s'est déprogrammée. Elle a développé une compréhension plus réaliste, plus machiavélique du fonctionnement du pouvoir. Je ne dis pas que Sophie est une mauvaise personne. Au contraire, elle est probablement meilleure que Camille, au sens conventionnel du terme, mais elle perd une partie. Un jeu dont elle n'a jamais compris les règles. Et ce n'est pas juste, mais juste. C'est encore un concept. Une idée qu'on vous a inculquée pour vous manipuler, pour vous contrôler. Le monde n'est pas juste. Il ne l'a jamais été. Et espérer qu'il le devienne. C'est une autre forme de résignation apprise, d'impuissance. Machiavel l'a dit clairement. Il n'y a rien de plus difficile, de plus douteux, de plus dangereux, que de vouloir introduire de nouvelles institutions, un nouvel ordre. Se déprogrammer. C'est exactement cela. C'est initier un nouvel ordre dans votre propre esprit. Et vous allez rencontrer de la résistance, pas seulement de la part des autres, mais de vous-même. Votre identité actuelle, votre moi, est construit sur cette programmation. Démanteler cette structure, c'est comme s'arracher un membre.
C'est douloureux, mais ce que vous démembrez en réalité. C'est une structure qui vous a été imposée. Ce n'est pas vous. C'est un costume qu'on vous a forcé à porter, avant même que vous ayez le choix. Et sous ce costume, il y a quelqu'un qui a la capacité de choisir, d'évaluer, d'agir stratégiquement. Ce quelqu'un, il a été endormi, mais il peut se réveiller. La neuroplasticité, la capacité du cerveau à se reconfigurer, à former de nouvelles connexions neuronales, ne s'arrête pas à l'enfance. Elle continue toute la vie. Cela signifie que la programmation que vous avez reçue peut être modifiée. Les circuits qui favorisent la résignation peuvent être affaiblis. Les circuits qui stimulent l'action, l'initiative, peuvent être renforcés, mais seulement si vous les exercez. Chaque fois que vous agissez malgré la peur, vous renforcez un circuit. Chaque fois que vous remettez en question une croyance héritée, vous en renforcez un autre. Chaque fois que vous prenez vos responsabilités, au lieu de blâmer des facteurs extérieurs, vous recalibrez votre centre de contrôle. C'est un processus lent. Il n'y a pas de pilule magique, pas de révélation instantanée. Mais c'est un processus possible, et chaque petit pas compte. Le philosophe stoïcien Épictète, qui est né esclave, disait que ce ne sont pas les choses qui nous arrivent qui nous troublent, mais nos jugements sur elles. C'est de la déprogrammation. En une seule phrase, vos jugements ont été programmés, et ils peuvent être reprogrammés. L'esclavage réel, ce n'est pas celui des chaînes, c'est celui de l'esprit. Et la liberté réelle, ce n'est pas celle des circonstances, c'est celle de la pensée. Vous venez de recevoir une information que la plupart des gens n'entendront jamais. La vérité sur la façon dont vous avez été programmé pour être faible et comment vous déprogrammer. Cette information n'est pas populaire, elle n'est pas confortable, et ce n'est absolument pas ce que la société veut que vous entendiez. C'est pourquoi des chaînes comme celle-ci existent en marge. C'est pourquoi l'algorithme ne met pas en avant ce type de contenu. C'est pourquoi vous devez le chercher activement, le Super Thanks, l'onglet de remerciement. Ce n'est pas seulement un soutien financier, c'est votre déclaration d'indépendance, c'est votre vote pour un contenu qui révèle, au lieu d'un contenu qui endort. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous dites que vous choisissez d'être conscient, même si c'est inconfortable, que vous préférez la vérité brutale au mensonge réconfortant. Vous n'êtes pas qu'un spectateur, vous êtes quelqu'un en train de se réveiller. Faites partie de ceux qui choisissent de voir clairement, même si ça fait mal. Maintenant, je veux vous poser une question directe. À quel moment vous êtes-vous rendu compte qu'il y avait quelque chose qui clochait avec ce qu'on vous avait enseigné? Ce moment, c'est ou une croyance que vous aviez toujours eue, vous a soudain semblé douteuse. Tout le monde a au moins un de ces moments. Le problème, c'est que la plupart des gens les ignorent et retournent à leur programmation confortable. Quel a été le vôtre? Team éveillé ou team endormi? Commentez ci-dessous et racontez ce moment de clarté que vous avez eu. Les commentaires les plus honnêtes sur la façon dont vous vous êtes réveillé aideront les autres à faire de même.